soir, nous allons parler d'action d'abordage, nous allons parler de boarding action, nous allons parler de Arc of Omen, nous allons parler d'Abaddon. Enfin non, pas trop d'Abaddon. On vous dit tout sur le boarding action. Regardez, j'ai fait des fiches, n'est-ce pas? Donc le mission d'abordage. Donc le mission d'abordage, c'est une nouvelle extension pour Warhammer 40 000 qui offre aux joueurs donc une manière nouvelle d'aborder la fin de cette V9, et ça c'est plutôt cool parce que autant le joueur compétitif, le joueur qui est à fond dedans et tout, bah, il est content parce qu'il a une version avec Arc of Omen, le chapter approved qui est bien, et ben là il va avoir un truc pour jouer cool. Et honnêtement, tous ceux à qui j'en ai parlé, tous ceux à qui on a pu tester et ainsi de suite, tout le monde trouve que c'est bien, c'est simple, mais c'est bien. C'est d'ailleurs dit dans les règles. Ces règles additionnelles simples vous permettront de déployer vos forces dans un espace confiné et caché de la galaxie. L'idée c'est quoi? C'est des Space Hulk, c'est des vaisseaux, c'est aussi des bases. Par exemple, vous êtes ou des souterrains. Vous pouvez faire, par exemple, sur une petite table. Ah oui, alors à noter que les tables c'est très particulier. Donc, moi je pensais qu'on pouvait jouer sur un tapis 44 par 30. Mais en fait, ça fait pas 44 par 30. Ça fait 28 par 46. Et en fait, il faut les tapis. Il faut les cartons. Ils sont dedans? Ouais, il faut les cartons, ils sont dedans, quoi. Ils sont dedans. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même ultra plus pratique. Pour des raisons que je vais vous expliquer juste après. Donc, mais c'est possible de prendre les décors, ou voire même d'en faire chez soi et de prendre les règles et de les adapter. Mais si on veut jouer, et je pense que c'est quand même pas mal, les missions et ainsi de suite, notamment dans le dernier White Dwarf qui est sorti où il y a 6 missions, je crois. Et là, il y en a 9. 9 dans ce bouquin, ça fait 3 fois... En fait, ça fait presque 3 et 3, d'ailleurs, quand on les suit. Donc, super les missions, super intéressantes. On en reparlera tout à l'heure. Donc, ça se joue dans le cadre égal, quand même. C'est-à-dire qu'on joue quand même dans le cadre du jeu égal ou dans le cadre du jeu Cruzel. Pas de problème, les deux sont compatibles. Donc, on va passer à la suite. Donc, vous voyez, après, j'ai mis cette photo-là pour vous montrer ce que ça donne. Ensuite, donc vous avez le plateau d'action, et c'est là où je viens sur ce plateau d'action là, ces deux plateaux en carton qui sont plutôt classés. On voit pas les lignes, ils sont plutôt de qualité. C'est épais et c'est bien. Donc plateau d'action d'abordage, vous voyez que ça fait des carrés, ça fait des zones. Et ces zones vont être importantes pour le jeu. Ça va être des zones où vous allez pouvoir notamment vous téléporter. Vous allez pouvoir faire des frappes en profondeur à l'intérieur de ces zones-là. Comme vous le voyez aussi à l'écran, vous avez les zones pour poser les décors. Et ça, c'est un truc quand même qui peut être vite chiant parce qu'il y a énormément de décors. Ils ont tous des numéros. Et monter la table, ça prend un peu de temps déjà. La table à monter, tu parles pas de peinture, tu parles vraiment de monter la une fois que tu as mission. tous les éléments qui sont démontés, il faut que tu montes la mission. Voilà, donc je redis, chaque plateau est composé d'une série de carrés appelés zones, comme celle qu'on voit donc là. Et puis on voit qu'il y a des écoutilles ouvertes, écoutilles fermées, donc ça c'est totalement amovible et c'est important dans le jeu puisque vous allez le voir un peu plus tard, il faut faire des actions pour ouvrir les portes. Alors ensuite, les règles d'abordage. Alors, sur les règles d'abordage, il y a pas mal de choses à dire. Alors, règles d'abordage. Alors d'abord, la première chose, les règles d'action d'abordage sont une extension des règles de Warhammer 40 000. Excusez-moi, je vais être obligé d'un petit peu faire de la lecture quand même, parce que si je sors trop des phrases types du contexte, vous n'allez pas comprendre. Sauf mention contraire dans les pages suivantes, toutes les règles de base de Warhammer 40 000 ainsi que celles des codex et autres suppléments s'appliquent aux batailles disputées en utilisant les présentes extensions. Et ils font un petit laïus après en disant que pour les règles de croisade, c'est la même chose, c'est-à-dire que voilà, il faut penser à pouvoir les adapter. Je ne vais pas parler des règles de croisade exprès pour pas vous embrouiller. Ensuite, bonus de PC réglementaire. Dans les batailles d'action d'abordage, au début de la phase de commandement, chaque joueur reçoit un PC. Donc là, on est dans la logique de Nephilim. Il est important de dire que dans les règles d'abordage, il n'y a pas de stratagème de codex. Il n'y a pas de stratagème annexe. Il y a juste les stratagèmes de la mission où, là, en l'occurrence, il n'y en a pas encore, mais il y en aura. Et surtout, les stratagèmes que je vais vous énumérer un peu plus tard, qui sont 3. Il y a 3 stratagèmes, basta.
Les joueurs peuvent dépenser leurs points de commandement pour utiliser des stratagèmes d'action d'abordage, blablabla. Blablabla. Les joueurs ne peuvent utiliser aucun autre stratagème. Voilà, c'est dit noir sur blanc. Pour les distances, les auras, n'importe quelle distance, toutes les distances se calculent comme ça. C'est-à-dire, quand on mesure les distances entre les figurines dans une partie de Boarding Action, on ne peut pas mesurer à travers les murs ou à travers les écoutilles fermées. On mesure la distance qu'on peut... voilà, c'est d'un point d'une figurine à un autre point d'une figurine. Sur l'exemple qu'on voit là, on a 2 pas pour faire le mur, 1 pas à la largeur du mur et 2 pas pour aller vers le Necron. Ça veut dire que si on a une aura, si on a une aura de 3 pas, ça marche pas. Il faut une aura de 6 pas pour pouvoir faire fonctionner le truc. Et ça, c'est très très important parce que ce n'est plus une aura autour du truc, c'est... voilà. Et ça, c'est pour tout, les sorts, pour tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc ça, c'est très important de tout de suite le comprendre. Ensuite, on va regarder les portées d'engagement. Donc là, on voit un deuxième truc. Ici, là, vous avez une écoutille fermée. Donc bah, voilà, normalement, ils sont à distance. Mais si l'écoutille est fermée, bah, donc un pas, un autre pas, 2 autres pas, un autre pas. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pas entre les 2 figurines. Donc ça, c'est important. Ça peut paraître chiant au début, mais en fait, c'est vachement bien. Parce que ça évite plein de problèmes. Alors, les portées d'engagement. Quand vous êtes à travers... Alors, les portées d'engagement sont classiques. C'est un pas et un demi-pas d'une figurine à un demi-pas. Ça, c'est classique pour les combats. En revanche, quand il y a une écoutille qui est ouverte, comme vous le voyez là, alors c'est au-dessus de la tête de Manu, mais... Oui. Voilà. Voilà. Donc comme, là, eh ben, en fait, c'est comme à travers un mur. Donc, alors, c'est pas comme à travers un mur, très mauvaise phrase. C'est comme à travers une ruine avoir un mur 40 000. C'est-à-dire que vous avez à 1 pas, bah, tu es engagé, à 2 pas, tu es engagé, et à plus de 2 pas, c'est-à-dire à 3 pas, tu n'es pas engagé. Point barre, terminé. Donc, il n'y a pas d'histoire d'un demi-pas d'une figurine à un demi-pas qui est une figurine qui a un demi-pas, blablabla. Bla, bla. C'est, tu es à 2 pas, à travers une porte, tu te mets des nions, ou alors tu te mets pas de nions, tout simplement. Et on verra pourquoi c'est comme ça, c'est totalement cohérent par rapport aux règles qui suivent derrière, qui sont les règles de visibilité. Les règles de visibilité, là, c'est très important. En action d'abordage, une figurine est visible d'une figurine qui l'observe si on peut tracer une ligne droite de n'importe quelle partie du socle jusqu'à n'importe quelle partie du socle de la figurine observée. Enfin bref, observé, observant, vous avez compris quoi. Donc n'importe quel, ça c'est classique, on a l'habitude, on tire un trait, on voit, là je vous montre sur le petit diagramme qu'il y a là, voilà on voit. Ici, un bout de la figurine du Space Marine voit un bout de la figurine Necron, on voit. Ici, la figurine B, on la voit pas. Voilà. Donc un mur et une écoutille fermée, ou bien une figurine, et c'est là où ça commence à être beaucoup plus sympa, une figurine empêche les lignes de vue. C'est-à-dire que les deux figurines que tu vois, là, la B et la C, Manu, en fait, elles t'empêchent de voir la figurine D et E. Ouais. Tu vois ? Si tu écartes légèrement les deux figurines, et ben du coup tu vois. Mais là tu vois. Du coup. Ouais, là c'est deux. Alors là c'est deux unités différentes. La figurine B et C font partie d'une unité 1 et la figurine D et E font partie d'une autre unité. D'accord ? Donc jusque là c'est simple. Moi si je veux tirer dessus avec mon Space Marine, bah, je suis obligé de tirer sur la figurine B ou C, mais enfin sur l'unité on va dire BC. Et la figurine DE, l'unité DE, je peux pas tirer dessus. Ensuite, si on considère ce qui est à côté, là c'est la même unité. Donc, B, C et D. Et alors là c'est sympa parce que la figurine B, C et D sont de la même unité. Ça on a compris. Quand l'unité de la figurine D est choisie pour tirer, donc la figurine D c'est celle-ci. Celle du fond. Ouais. Alors, quand l'unité de la figurine D est choisie pour tirer, la figurine D ne peut pas effectuer d'attaque de tir contre la figurine A. Il ne la voit pas, parce que ici, tu n'as pas légèrement ouvert, tu vois, ton truc. De toute façon, tu choisis si tu caches, tu choisis quand tu places tes figues, on dirait si tu caches ou tu caches pas. Enfin, je veux dire, soit carrément. tu joues, t'as 3 figues, soit tu joues 2 figues et t'en planques une derrière. En fait, l'idée, elle est là, quoi. C'est un peu ça. Car il n'est pas possible de tirer une ligne entre le socle des deux figurines
la A et la D parce qu'il y a la B et la C devant. Excusez-nous, c'est un peu technique, mais c'est un peu comme ça. Cependant, quand la figurine A est choisie pour tirer, comme les figurines B et C font partie de la même unité que la figurine D est considérée comme visible pour ce qui est de lui allouer des attaques. La figurine D est entièrement visible de la figurine A, ainsi la figurine D ne recevra pas de bénéfice du couvert. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que c'est très important, vous allez comprendre. Pour cela, je vous montre cet exemple-là en premier. Si on reprend notre premier exemple du haut. D'abord, il faut noter une chose, c'est qu'on parle d'écoutilles fermées versus des écoutilles ouvertes. Quand les écoutilles sont ouvertes, c'est comme si elles n'existaient pas. C'est-à-dire que la porte, elle ne rentre pas en ligne de compte. Ça, c'est important. Si on regarde ici ce qui se passe, ici, la porte, elle est ouverte, mais ça, c'est comme si ça n'existait pas. D'accord? Donc la figurine qui est là voit très bien la figurine qui est là ne voit pas la figurine qui est là, et vice-versa, puisque la porte est fermée ici, et là, elle est ouverte. Jusque-là, ça, c'est tout simple, c'est très clair, c'est simple comme bonjour. Si une ou plusieurs figurines d'une unité sont visibles, l'unité est qualifiée de visible de la figurine qui l'observe. C'est-à-dire que là, par exemple, la figurine A voit cette unité-là. Elle est visible. Mais elle n'est pas entièrement visible. Et là, ça a une importance très capitale. Parce que, une importance très capitale, je ne sais plus parler moi. Il y a une importance capitale parce que ça veut dire que cette unité-là est à couvert. Donc à plus 1 à la sauvegarde. Comment? Ah ouais, non, c'est ça, ouais. T'as plus 1 à la sauvegarde. Ouais. Et ouais. Au tir. Couvert léger, quoi. Bien sûr, au tir. Voilà. Donc ça, c'est important parce que, en fait, ça veut dire que quand vous allez vous planquer, c'est typiquement ce qu'on voit là, quand vous allez, je vais essayer de le mettre en plus gros, comme ça vous allez bien le voir, quand vous allez mettre un bout de votre unité à un endroit et ainsi de suite, eh ben vous allez en fait bénéficier de couvert, même dans un couloir. Et ça, c'est top. Donc en fait, vous avez presque un couvert par défaut, sauf si le mec avec son Space Marine, il se déplace par là, vous voyez où j'ai mon petit truc là, pour avoir l'intégralité en visuel. Donc ça, c'est important. C'est d'autant plus important que quand vous tirez, si vous mettons que je tire avec la figurine A, tu ne peux tuer que les figurines que tu vois. C'est-à-dire que même si je fais 3 blessures, je ne tue que 2 figurines. Et ça, c'est important de bien le comprendre. D'accord? Si jamais j'ai 3 blessures là, arrête de partir sur la figurine D, C et B, que la D rate sa sauvegarde, que la C rate sa sauvegarde, eh bien, le reste est perdu. La B ne peut pas mourir. Elle peut juste mourir au test d'attrition, enfin, au commandement. D'accord? Parce que je ne vois pas entièrement l'unité. Je ne vois pas, elle n'est pas considérée comme entièrement visible. En revanche, il y a une petite subtilité. Si la figurine B, ici, avait déjà perdu des points de vie, comme on fait comme d'habitude avoir un marque 40 000, c'est-à-dire que c'est toujours les figurines qui ont pris déjà un tir à la même phase ou perdu des points de vie avant dans la partie ou dans la même phase, et bien donc la figurine B va mourir. D'accord? En premier. Et après ce sera la figurine D et la figurine C. Et si, parce que ça nous est arrivé avec Crush mercredi, si vous avez cette figurine B qui avait, mettons, perdu un point de vie, cette figurine D, comme Didier, est là, et la C, mettons qu'on ne la voit pas. Et bien donc ça voudrait dire que je tue la B, je tue la D, et la C, elle reste en vie. En fait, tu peux tuer la B, si tu fais par exemple 2 touches, en fait, tu peux tuer la B parce qu'elle avait pris des coups dès le début. C'est ça, dans la même phase. Et du coup, ça veut dire que la logique serait de jouer de manière à ce que si une figurine a pris un coup, il vaut mieux la mettre devant. Absolument. Absolument. De toute façon, de ce que tu as montré là, ce qui est marrant, c'est que ça fait des petits choix qui sont sympas, porte ouverte, porte fermée, bon ça d'accord. Tu les colles, tu as moins de tirs, mais tu protèges, tu ouvres, tu protèges plus. Exactement. C'est sympa en fait en fonction du. Et puis pareil, tu dis bon allez, je me mets un petit peu là, tac, j'ai un couvert léger, là je l'ai plus. Donc ouais, c'est pas mal, c'est marrant comme. Déjà c'est marrant, enfin je trouve. Et alors il y a une règle, il y a une règle qui est d'autant plus sympa, c'est qu'il y a une espèce de règle de tir croisé natif. Parce qu'il est dit dans les règles
que s'il y avait une autre unité. Alors, imaginons que moi, j'ai mon Space Marine qui est là, donc vous voyez avec ma petite main, là, j'ai mon Space Marine qui est là, et j'ai une autre unité qui est là, vous voyez, donc qui est au milieu, là. Bon. Ouais. Et j'ai tiré déjà avec mon autre unité sur cette unité-là. D'accord ? J'ai tiré avant, dans la phase. C'est-à-dire, dans ma phase de tir, j'ai commencé par tirer avec mon autre unité qui est planquée là dans le gris, là. Hein ? Et j'ai tiré là. Eh bien, si j'ai tiré là, et que la sauvegarde a été faite sur la figurine qui est ici, donc la figurine B, comme je vois avec cette unité, cette figurine-là qui a une sauvegarde qui a été faite, même si elle a été réussie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas perdu de points de vie, ou qu'il a fait, mettons, une sauvegarde sur cette figurine-là, que je la vois ou que je la vois pas, du coup, il y a une notion de tir croisé. Parce que avec cette figurine-là, quand je tire après, comme la figurine B, la figurine B, par exemple, de cette unité, a déjà pris des tirs et qu'elle a déjà sauvegardé des tirs, ça veut dire que je peux lui tirer dessus. Tu saisis ? C'est pas évident, mais... Ils veulent donner... Il n'y a pas une logique... Après, alors c'est ça marrant, des fois, avec Games, il y a une logique visuelle. Tu l'écoutes, tu la comprends, et ils te sortent une logique d'environnement, et là, tu le comprends un chouïa moins, parce que tu te retrouves... c'est le processus d'avant qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est ça. Alors ça vient de la règle de base qui dit que quand on a tiré sur une figurine... On la connaît. On considère la connaître, on considère qu'on l'a vécu, donc c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est ça. Et puis en plus, il y a un autre truc, c'est que la règle de base de Warhammer 40 000 en ce qui concerne les sauvegardes, c'est que quand tu as commencé à une phase, parce que si tu veux, ce qu'ils voulaient pas faire, c'est que, mettons, tu as un mec qui a une sauvegarde invulnérable à 4+. Bon. Tu prends un tir de fuseur. Bon. Tu sauvegardes avec ton mec qui a une sauvegarde à 4+ invue avec ton bouclier. Parce que le fuseur, si tu as une sauvegarde, tu as une chance sur 2, voilà. Et derrière, le mec... Donc ça, c'est les règles de Warhammer 40 000, mais que les gens n'appliquent pas forcément, d'ailleurs. Hein. Ensuite, tu tires avec une unité qui fait beaucoup de saturation. Et normalement, si tu tires sur la même unité dans la même phase, tu es obligé de commencer par le mec qui a le bouclier. Oui. Les sauvegardes. Oui. Ou comme celui qui est derrière le mur. C'est un peu la même chose quand tu... Exactement. Quand tu veux profiter d'un couvert, tu as 2 mecs et 10 dedans, à un moment donné, tu fais sauter ceux-là. Ouais, c'est ça. Et à partir du moment où tu commences à faire tes sauvegardes dessus, tu es obligé de faire tes sauvegardes de manière continuelle sur la même figurine, même si tu tires avec une autre unité. Voilà. Alors, il y a une autre règle qui est importante, c'est que... Mais je trouve pas ça si con. Hein. Non, mais moi je trouve ça très très bien. C'est juste un peu compliqué à expliquer. Voilà. Ouais, et c'est compliqué à mettre en œuvre sur le jeu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on lance, mettons, je fais 4 attaques. Quand je fais 4 attaques, je lance 4 dés. Après, je fais 3 touches, je vais faire mes 3 blessures. Mais en réalité, on devrait les faire une par une. C'est ce qu'on appelait dans la V7 les jets accélérés. Et donc, il faut garder ça en tête quand on joue. Et je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Nous, on n'avait pas mis ça en place avec Crush mercredi. Ah oui. Et il me tire dessus à coups de fuseur. Il m'a astropoutré 5 Terminator. Mais il n'en voyait que 1. Donc en fait, il aurait pu m'en tuer que 1. Ces 6 tirs de fuseur, il a eu de la chatte. Moi, j'ai pas eu de chatte. J'ai perdu mes 5 Terminator. D'accord ? En fait, il n'en voyait que 1. Donc il ne pouvait en tuer que 1 seul. Ça, tu l'avais zappé sur ta première partie. Je l'avais zappé sur les premières parties. C'est-à-dire que ça change tout. C'est en relisant tout cet après-midi que je m'en suis rendu compte. Parce qu'on est tellement habitué à jouer à Warhammer 40 000 qu'on n'a plus les bons réflexes. Enfin, c'est vrai, on met, la fraîcheur. C'est vrai, on met des fuseurs dans des couloirs, tu sais. Enfin, on n'a même pas peur. On joue doux. Ouais, T'as mis des bolters ? C'est quoi les bolters ? T'as Space Marine, t'as pas le bolter ? Non, je sais pas ce que c'est, Bolter. J'ai joué lance-flamme lourd, fuseur. Ah ouais, t'es un mec cool, toi. Justement, même avec les lance-flammes, du coup, moi, je me suis fait pourrir aussi par Crush parce qu'il avait des Ah bon ? Ouais, il m'a table rasé, ce bâtard. Mais justement, là, c'est peut-être pour ça a fait merder la caméra, du coup, voilà. Ça fait cher la partie ratée, mais... Donc les lance-flammes, même chose. Si tu tires au lance-flamme, tu ne tues que les unités que tu vois. Et alors, il y a un truc qui est important, c'est que voilà, le bénéfice du couvert. Chaque fois qu'une attaque de tir est allouée à une figurine, cette dernière recevra les bénéfices du couvert contre l'attaque, à moins d'être
entièrement visible d'au moins une figurine de l'unité de l'attaquant. Tant qu'une figurine reçoit les bénéfices du couvert contre une attaque, ajoutez 1 au jet de sauvegarde contre les attaques. Bon, ça, c'est classique. Et alors, attention, ce qui enlève le couvert, enlève le couvert. Et ce qui ne te permet pas d'avoir le couvert comme si tu es BT, par exemple, quand tu es BT, ben, tu n'as pas de couvert. Même si tu es en train de jouer dans un... Si tu prends ta 5+1 vue, quand tu es Black Templar, si tu prends ta 5+1 vue, tu n'as pas le droit du bénéfice du couvert dense et du couvert léger. Et bien là, tu ne l'as pas non plus. Et tout ce qui annule les couverts annule cette règle, puisque elle n'a pas le même wording, donc ils le disent bien, attention, ça ne se stack pas, et c'est... voilà. Ça fonctionne comme ça. On ne tire pas sans ligne de vue en boarding action. C'est impossible. Voilà, si vous avez des armes qui tirent sans ligne de vue, eh ben ça marche pas. Chose que j'ai pas dite, je suis bête, j'ai oublié un truc, c'est que du coup, tout ce que je vous ai expliqué là, c'est que pour le tir. Pour les attaques de mêlée, on peut attaquer des unités qu'on voit pas. Alors, attention, on ne peut pas charger une unité qu'on ne voit pas en boarding action. En revanche, on peut combattre, et quand on combat, on peut taper, faire des blessures sur les figurines qu'on ne voit pas, parce qu'on considère que les deux unités sont imbriquées l'une dans l'autre. Voilà. Et elle peut même être, si elle fait partie de l'unité qui est attaquée, les blessures peuvent être allouées sur des figurines qui ne sont pas à distance d'engagement. Et n'oublions pas, attention, que ça remplace l'étape d'allocation des attaques et la séquence d'attaque des règles de Warhammer 40 000. Ça la remplace totalement. Alors, mouvement et écoutille ouverte. Les figurines peuvent se déplacer sans entrave à travers les écoutilles ouvertes, même si leur socle est plus large que l'écoutille. Ça, c'est important. Si vous avez, par exemple, Ivraine, elle passe pas à travers une écoutille. Mais c'est une figurine d'infanterie, donc elle a le droit d'y aller. Mais attention, une figurine ne peut pas terminer son mouvement au milieu de l'écoutille. C'est-à-dire que soit elle termine avant, soit elle termine après. Si tu n'as pas suffisamment pour que ton socle y passe l'écoutille, tu t'arrêtes avant. Et sur des socles de 40 mm, ça arrive quand même assez souvent. Alors, les pions objectifs, justement, ils font 40 mm. Et tu détiens un objectif si tu es à un pas de ce pion, non pas à 3 pas comme à Warhammer 40 000. Les pouvoirs psychiques de feu sorcier, comme le châtiment par exemple, je crois que c'est un feu sorcier, ne peuvent être faits que sur des unités visibles, et s'il y a la règle que ça doit être la figurine ou l'unité la plus proche, c'est la plus proche visible. Je m'explique. Vous ne pouvez pas écranter avec une unité qui serait derrière un mur la visibilité d'une unité que vous voyez si vous devez faire un châtiment. Donc, c'est l'unité la plus proche visible, et non pas l'unité visible la plus proche. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si l'unité n'est pas visible, elle ne compte pas. Oui. Voilà. C'est l'unité la plus proche visible. Voilà, tout à fait. Ouais. Ensuite, les charges. Eh bien, contrairement à Warhammer 40 000, vous ne pouvez charger que des unités que vous voyez. Donc là, on ne peut plus charger une unité qui est derrière un mur qu'on ne voit pas. Les interventions héroïques sont faites aussi de 3 pas, comme on l'a déjà expliqué, classiquement, mais sur des unités visibles, là encore. Les mouvements de consolidation et d'engagement. Très compliqué. Très compliqué de toute façon ce système à Warhammer 40 000. Alors, en action d'abordage, chaque fois qu'une unité engage ou consolide, la première figurine déplacée doit terminer son mouvement à portée d'engagement d'au moins une figurine ennemie. Donc, ça veut dire que quand je fais mon mouvement d'engagement, la première figurine de mon unité qui fait ce mouvement d'engagement doit obligatoirement finir au plus près et à portée d'engagement. Vous me direz, en général, on prend la première figurine, c'est celle qui a chargé, qui est déjà à portée d'engagement. Mais attention, c'est pas ça la règle. C'est la première figurine déplacée. Et ça, c'est important. Ça veut dire que vous avez dans votre... Si vous avez une unité de 5
Il y en a une qui est forcément à portée d'engagement, c'est celle qui a réussi la charge. La deuxième, des fois, elle est plus loin. Et avec l'engagement, avec ce qu'on appelle le peel-in, elle va réussir. Donc, la deuxième, elle est obligée de la réussir. Et à partir de ce moment-là, les 3 autres figurines vont pouvoir se déplacer toujours vers l'unité la plus proche. Ok. Pour ce qui est du mouvement de consolidation, c'est-à-dire après avoir tapé, vous avez toujours 2 figurines au close. Si vous avez donc les 3 autres figurines, elles vont venir vers l'unité qui a été frappée. En général, c'est la plus proche. Bon. Et tu dois absolument faire en sorte que ces 3 figurines arrivent à portée d'engagement. Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas le droit de rebouger. Donc tu n'as pas le droit de faire ta consolidation. Tu resteras toujours à 2 figurines engagées, 3 figurines non engagées. Si tu as détruit l'unité, et c'est là où c'est encore plus important, si tu as détruit l'unité en question, eh bien tes 5 figurines ne sont plus engagées. Elles peuvent donc faire un mouvement de consolidation vers l'unité la plus proche. Mais ça voudra dire que ces 5 figurines devront finir leur mouvement de 3 pas de consolidation à portée d'engagement d'une unité tiers, de la deuxième unité. Alors c'est hyper... c'est pour contrer, si tu veux, le fait que tu vas te servir de tremplin pour aller d'une unité à l'autre. C'est-à-dire que tu charges l'unité qui est devant toi, tu la défonces, tu traverses, tu vas vers l'autre unité. Bah, ça, c'est c'est très peu possible en boarding action. Parce que comme les figurines sont en rond d'oignon les unes derrière les autres, sinon c'est trop facile. Tu impactes une première, tu impactes une deuxième, et ainsi de suite. Et si jamais tu peux taper une deuxième fois, et ainsi de suite, vous avez compris le système. Donc, c'est très important. Ils veulent faire plus technique, plus tactique avec des petits bouts de pion à gauche, à droite, non? C'est ça? Donc là, j'ai donné les informations. J'espère que tu les as comprises et que les gens les ont comprises. J'ai presque compris comment dire, la charge, en fait, si tu veux. Et ce qui est pas trop mal là-dedans, c'est que je trouve que ça évite, tu sais, de jouer. Alors, tu avances 2 temps, tu charges, et puis ensuite, bing, tu ramènes tout le monde, là. Tu sais, quand t'as 40 000, là. Bing, bing, ouais, c'est bon, je t'ai chargé. Tu sais, il y a un côté comme ça quand tu joues à 40 000. Ouais, il y a surtout un côté où tu peux faire des espèces de cordons un peu mafieux, là, sur tes mouvements de peeling et autres, et là, c'est vrai que... Et après, moi, je me suis déjà vu me faire prendre une charge qui était un peu just, puis du coup, avec le machin, il a le droit de venir, puis en plus, il se reconsolide, le mec, il m'a entouré, tu sais, tu dis, putain, je trouvais ça court au début, tu vois. Bah, tu peux techniquement le faire, mais tu peux pas, si tout le monde n'y arrive pas, et tu peux pas le faire. Un nécro, où c'est un peu plus pointu. Moi, j'aime bien ce genre de truc où il casse, où il calme un petit peu le jeu, tu sais, sur certaines autorisations pour rendre le jeu, comme tu dis, on voit plus, ou alors on est à moitié du truc, enfin tu vois, t'as compris. Moi j'aime bien ça. C'est pas tout le temps facile des fois, parce qu'on oublie vite le petit point de règle, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que qui peut vite être compliqué, c'est quand t'es très 40 000, mais non, à 40 000, tu vois, on peut faire ça et tout. Non, on joue à 40 000, mais on joue pas à 40 000, donc du coup, il faut reprendre toutes les règles qui n'ont pas l'air si méchantes que ça d'ailleurs, puisque moi je pense à Anthony qui est encore dans un début de jeu, par exemple, qui n'a pas encore vraiment joué avec nous à 40 000. Moi, je pense à lui. Mon Julien, maintenant, il joue à 40 000 quand même, déjà un petit peu mieux. Bah oui, en plus, il a gagné ce week-end. Ouais, non, chut. Et par contre, du coup, non, ce que je trouve classe quand même, c'est pour tous ces gens-là. Parce que ça donne envie de jouer un petit peu tactique. Je me dis, ouais, comment... Enfin, franchement, ça donne envie. Ça donne envie. Ah, mais moi, je suis sûr que ça va te plaire. Hein. Mais je suis sûr que ça va te plaire. Mais ça, j'en suis sûr. Donc voilà, c'était pour... Ouais, moi, j'aime bien ça. Puis je te dis, c'est le jeu cool, quoi. Enfin, tu prends comme tu disais au début... Attention, hein, c'est tactique. Hein. C'est tactique. Oui, mais justement... Non, mais... Il y a une ouverture sur les moves de d'écrantage, de bout de figurines que tu vas poser, machin. Le fait que tu puisses tuer que les figurines que tu vois, ça change tout le game. Je te jure, c'est un truc de malade. Ça va entraîner Julien pour ça, les petits détails de petites bidouilles. Non, c'est vachement sympa. J'aime beaucoup l'idée déjà. Bon, après, voir. Donc... Alors, après, ça y est, on a fini les règles de mouvement et ainsi de suite, et on va passer à une chose qui est très importante dans ce jeu, à savoir les actions. Les actions dans action d'abordage, c'est le cas de le dire, c'est très important. Alors, vous avez différentes actions que vous pouvez entreprendre à différents moments clés
de votre tour. Par exemple, sécuriser le site. Une ou plusieurs unités de votre armée. Alors, il est important, quand vous lirez ces règles, de bien les lire mot à mot, parce que pour moi, il n'y a qu'une erreur de traduction vraiment, là où c'est illogique, mais sinon, le reste, ça a l'air d'avoir été à peu près bossé. Donc, une ou plusieurs unités de votre armée ayant l'aptitude objectif sécurisée, donc ça, vous savez tous ce que ça veut dire, peuvent entreprendre cette action à la fin de l'étape de déplacement, donc à la fin de l'étape déplacer les unités de votre phase de mouvement, c'est-à-dire à la fin de votre phase de mouvement, quand vous avez fini de déplacer vos figurines. Voilà. C'est-à-dire après, même les frappes en profondeur. Une petite question là, tu vois, je sais même plus. Il faudrait que je regarde dans les règles de base si la frappe en profondeur elle arrive à la fin de la phase de mouvement, c'est-à-dire après tout, ou si elle arrive après la phase de déplacer les unités. Bref, donc on a là cette phase qui s'appelle déplacer les unités de votre phase de mouvement. Donc quand vous arrivez là, vous déclarez l'action sécuriser le site, et si elles sont à portée d'un pion objectif dont aucune figurine ennemie n'est à portée, chaque unité qui entreprend cette action doit être à portée d'un pion objectif différent. Donc une unité ne peut pas le faire sur 2 pions. Et vous allez sécuriser l'objectif. Et l'action sera accomplie au début de votre prochaine phase de commandement. Donc il faut rester un tour entier. C'est pas si facile que ça. Mais une fois que c'est fait, le pion objectif concerné, eh bien, il devient à vous. Et tant qu'il n'a pas été repris par quelqu'un d'autre, eh bien, il est à vous. Et ça, c'est hyper bien. Parce qu'on a très peu d'unités en boarding action. 4, 5, 6 unités maximum. Et il y a souvent 4, 5, 6, 7... Enfin, des fois, il y a un paquet d'objectifs à prendre. Et c'est vraiment pas évident. Donc, se sécuriser le site est très important. Et surtout, ça veut dire que les unités... Sachant que ça, on ne peut le faire qu'avec des objectifs, avec des unités qui sont super opérationnelles. Donc que des troupes. Et les Space Marines qui le font automatiquement depuis la data slate, ça les rend hyper balèzes dans le jeu. Parce que eux, ils ont juste à passer sur le point et du coup, ils ont la même règle. Donc ça booste les Space Marines à mort. Ensuite, se mettre en état d'alerte. Alors là encore, très important. Comme AOS dit Noctilite. D'accord. Se mettre en état d'alerte, donc là, c'est une ou plusieurs unités de votre armée peuvent entreprendre cette action. Donc là, c'est encore important parce que plusieurs unités différentes peuvent le faire à la fin de l'étape de déplacement des unités. Donc ça, c'est la même chose à la fin de la phase de mouvement. L'action est accomplie à la fin du tour, de votre tour. Et donc, à ce moment-là, si elle est accomplie jusqu'à la fin du tour adverse, l'unité qui a accompli l'action est mise en état d'alerte. Donc là, typiquement, moi j'ai récupéré tous les petits tokens de Kill Team et je les ai mis à côté, c'est hyper pratique. Chaque fois qu'une unité ennemie est placée sur le champ de bataille, donc qu'elle arrive en frappe en profondeur, par exemple, termine son mouvement normal, son mouvement d'advance, sa retraite, sa charge, ouvre une écoutille. Donc, des fois, vous êtes devant un mur, l'écoutille est fermée, le mec il ouvre la porte. Ben là, vous pouvez tirer. Donc là, vous allez pouvoir faire un tir en état d'alerte. Ça veut dire que vous allez tirer comme un tir normal, avec toutes les figurines qui voient. Bien sûr, c'est toujours les mêmes règles. Et sur du 6, vous allez toucher votre adversaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, l'unité ne peut pas tirer en état d'alerte si elle est elle-même au corps à corps. Ça, par contre, elle ne peut pas le faire. Il n'est pas précisé si elle peut le faire, même si elle a des pistolets. Ouais. Même si elle a des pistolets, oui, elle peut pas le faire. Quand tu es au corps à corps et tu peux tirer, là on oublie quoi. Voilà. D'autre part, elle ne peut pas le faire, et il est marqué, et là c'est à mon avis une erreur, il est marqué donc, une unité ne peut pas tirer en état d'alerte tant que des unités ennemies sont à portée d'engagement d'elle ou si elle tire en état d'alerte sur une unité ennemie qui vient de finir un mouvement de charge à portée d'engagement d'elle. Et à mon avis, le L là, il marche pas. Parce que juste après, il y a marqué, en ce cas, elle peut le faire, donc déjà elle peut pas, mais elle peut le faire, d'accord ? Si d'autres unités amies sont à portée d'engagement de la même unité. Et elle peut le faire
avec n'importe quelle arme dont elle est équipée, sauf arme à déflagration. Donc, nous, ce qu'on en a traduit avec Crush, c'est que quand on vous charge, tu peux tirer, et tu peux aussi tirer en état d'alerte si l'unité, elle a chargé une unité qui est à côté de toi. En fait, l'idée, c'est que tu tires sur la figurine, sur les unités pendant qu'elles sont en train de charger. Bien sûr, pour des logiques de tour par tour, tu tires en réaction et c'est à la fin du mouvement. Vous voyez ? Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais. Alors, ensuite, après qu'une unité a tiré en état d'alerte, elle doit accomplir l'action se mettre en état d'alerte avant de pouvoir tirer en état d'alerte à nouveau. Alors là, c'est important parce que moi, au départ, j'avais lu que tu pouvais tirer autant de fois que tu voulais. Mais en fait, non. Tu peux tirer une fois en état d'alerte. Après, tu as utilisé cette possibilité-là. Et pour pouvoir retirer en état d'alerte sur une autre unité, il faut que tu te remettes en état d'alerte. Donc, en fait, une unité ne peut tirer qu'une seule fois en état d'alerte par tour. Voilà. Et justement, si vous avez un personnage qui a la règle, ou qui vous donne, ou qui a la règle tenir bon, certaines règles, vous toucherez sur du 5+, au lieu du 6. Et vous verrez que tenir bon, en fait, c'est un truc que vous pouvez donner à votre seigneur de guerre. Et puisque les stratagèmes, les traits de seigneur de guerre et les reliques n'existent plus non plus. Et donc ça, vous allez pouvoir remplacer par ça. Et ensuite, il y a la règle préparer sa défense. Donc ça, c'est tout à fait normal, sauf qu'avant, pour pouvoir préparer sa défense, il fallait être dans un couvert lourd. Et là, en fait, tu peux préparer ta défense à tout moment. Et donc, si tu es chargé, et ben dans le combat qui va avoir lieu, tu toucheras à +1. Donc ça, c'est plutôt pratique. Avant, il fallait être dans un décor. Là, tu peux le faire n'importe quand. Et donc, c'est la même chose. Donc, tu prépares ta défense à la fin de ta phase de mouvement. Et c'est valable jusqu'à la fin du tour de ton adversaire. Si je ne me trompe pas. Parce que du coup... Voilà. Une ou plusieurs unités de votre armée peuvent entreprendre cette action à la fin de l'étape des déplacements des unités de votre phase de mouvement. L'action est accomplie à la fin de votre tour. Si elle est accomplie jusqu'à la fin du prochain tour du tour prochain adverse, c'est bien écrit. L'unité qui a préparé sa défense, il manque le qui. Donc c'est ça. Chaque attaque de mêlée a +1 pour toucher. Alors il n'est pas marqué si tu peux préparer ta défense quand tu es déjà au close. Mais à mon avis, tu peux pas parce que ce serait chaud quand même. Tu fais l'action de préparer ton défense, tu es en train de te battre. Non, ça, ils ont pas marqué, mais je pense que c'est induit que tu peux pas préparer ta défense quand tu te frites. Quand tu es en train de te friter, sinon ce serait vraiment... Voilà. Alors, l'action ouvrir l'écoutille. Alors, c'est là où c'est rigolo comme tout. Alors oui, pour répondre à Franck, oui, effectivement, c'est Space Hulk parce que c'est le nouveau Space Hulk, en fait. Je pense qu'il n'y aura pas de ressortie du jeu, on en avait plus ou moins parlé, mais ça, c'est la nouvelle façon de jouer à Space Hulk. Donc, actionner l'écoutille. Une ou plusieurs unités de votre armée peuvent pour entreprendre cette action à la fin de l'étape, déplacer les unités de votre phase de mouvement si elles sont à un pas d'une écoutille. Attention, c'est important. Ça veut dire que tu peux... donc c'est à la fin de ta phase de mouvement, tu peux ouvrir une porte. Bon, jusque-là, c'est simple. Il faut être à un pas de la porte pour pouvoir l'ouvrir. Jusque-là, c'est simple. Mais tu peux tenter l'action même si l'unité est affectée par une règle qui l'empêche d'entreprendre des actions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux entreprendre cette action après avoir advance, et ça veut dire que tu peux entreprendre cette action en même temps que faire une autre action. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire que tu peux sécuriser un point, ou te mettre en état d'alerte, ou préparer ta défense, et en même temps ouvrir une porte. Ça, c'est pas rien. Ils veulent pas casser le dynamisme pour dire, du coup... Parce que dans certains jeux comme ça, tu sais, tu es obligé de faire une action, donc tu peux jamais rien faire. Alors, tu ouvres la porte, tu fais une action, le tour d'après, tu refermes la porte. C'est presque sûr. Exactement. Et ils ont dit, bon, voilà, on va pas casser le rythme. Donc, c'est pas déconnant. Ouais. Et ensuite, alors là, c'est le truc que je trouve génial. S'il y a quelqu'un derrière la porte, tu peux pas l'ouvrir. Alors,
Tu peux l'ouvrir, mais tu dois faire un test de force. Ah, c'est marrant ça. Donc, mettons, tu as un Space Marine. Derrière, tu as un écron. D'accord? Donc là, comme c'est marqué là. Tu as un Space Marine, tu as un écron. Bon. Test de force. Le Space Marine force 4, l'écron force 4. Bouf, tu lances un dé, tu rajoutes ta force. Si tu as fait au-dessus, tu ouvres. Si le mec a fait au-dessus, ça ouvre pas. Ok? Jusque-là, ça va. Mais, si tu as un Space Marine d'un côté, force 4, ok. 3 Gretchen de l'autre côté de la porte, à un pas. Gretchen, force 3, Space Marine, ou force 2, mais on va dire force 3, je me rappelle plus bien, mais je crois que c'est force 3. Et le Space Marine, force 4. Tu rajoutes 3 x 3 Gretchen, donc 9, plus un D6. Donc en fait, les Gretchen, ils t'empêchent d'ouvrir la porte, si tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire que tu peux coller des petites figurines avec des petits socles qui vont bloquer la porte, tu vois, pour t'empêcher de passer. Et ce qui est marrant, c'est que moi, ça m'est arrivé l'autre jour. Je fonce avec mon seigneur de guerre pour ouvrir une porte, il y avait 2 Space Marines derrière. Mon seigneur à force 4 et 2 Space Marines force 8, on lance le dé, c'est mort. Donc, je peux pas ouvrir. Du coup, je ramène des Totors dans le même tour. Hein. Je ramène des Totors à côté de la porte, à un pas. Et là, j'avais 2 Totors plus mon chef. Donc, du coup, 3 figurines. Donc, du coup, 3 x 4, 12. Plus un D6. Là, j'ai réussi à ouvrir la porte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas mal ça. En fait, moi, des fois, ce que j'aime bien dans ces jeux-là, c'est que le mec qui vient se mettre des persos là, ça te coince, t'es niqué, tu veux te faire le tour, ou je sais pas comment c'est foutu. Donc, c'est exactement ça. C'est pas. C'est ultra tactique. Ah, bah c'est complètement tactique. Ensuite, je devrais pas dire ça, parce que vu que j'ai perdu la dernière fois, mais. Ensuite, si tu arrives à ouvrir la porte, t'es considéré comme étant au close avec la figurine qui est derrière. Donc, tu vas te combattre à la phase de combat, mais tu n'auras pas les bonus de charge. Voilà. Ouais. Et la figurine n'aura pas non plus les bonus comme les Space Marines, si elle a été chargée, si elle a subi une intervention héroïque, ceci, cela. Donc voilà. Donc c'est vraiment, on ouvre la porte, il y a le mec derrière, on se met des brins, terminé. Mais il n'y a pas de bonus de charge. Alors, on passe maintenant à la suite. Donc là, les stratagèmes, les fameux 3 stratagèmes. Aucun autre stratagème ne peut être activé en action d'abordage pour l'instant. Hein. Il y en aura d'autres, je pense, dans d'autres missions, mais il y a 3 stratagèmes. La relance de commandement, que vous connaissez tous, évidemment. Utiliser ce stratagème donc, pour relancer un dé. Alors, il me semble qu'ils ont rajouté des trucs. Parce qu'il y a jet de touche, jet de blessure, jet de dégâts, jet de sauvegarde, jet d'advance, jet de charge, test psychique, test d'abjurer des sorciers. Jusque-là, ça va. Vous pouvez aussi le nombre d'attaques effectuées par une arme. Donc, ok. Donc, je ne sais pas si le nombre d'attaques effectuées par une arme, c'était déjà dedans. Mais si, je crois que si. Tiens, il y a FP qui dit un truc. Il dit, franchement, les gens qui ont des tas d'armées pas finies, c'est l'occasion de faire des parties variées. Alors là, je suis 1000 fois d'accord avec lui. 1000 fois d'accord. Alors là, FP, t'as conclu. Salut. C'est vraiment bien. Il y en a qui se plaignent à chaque fois, ils n'ont pas le temps de peindre 1500 points et tout. Là, tu joues qu'à 500 points. Et je pense que, ouais, non, c'est nickel. GG. Super intéressant ce que tu as dit. Alors merci Crush qui dit 500 points pas. Le mec qui vient avec 500 pains. C'est dur à dire, 500 points pas pain. Ah oui, non, mais là franchement, jouer pain dans ces univers-là, c'est trop top. Et puis ça donne envie de faire plein de listes. Ça donne envie de prendre des bouts d'armée qu'on n'a pas fini. Ça donne envie de jouer du croûte. Ça donne envie de jouer des. Attention, il y avait les. T'avais vu le toi, t'avais acheté. Ouais. Les boîtes, je suis d'accord. Non, c'est pas con. Alors, il y a le stratagème d'action donc de contre-offensive qu'on connaît. Hein, donc ça qu'on peut jouer donc une fois par phase. 2 PC, on contre la phase de combat. C'est-à-dire que à toi, à moi, bah là, voilà, c'est contré. Donc ça, bon, c'est très connu. Et puis, courage insensé pour 2 PC là encore. Donc là, ça permet de réussir automatiquement son test de commandement. Et comme dans la version de Warhammer 40 000 V9, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois par bataille. Et crois-moi que vu que comme tu n'as que 4 unités, tu sais que voilà, tu l'utilises. Hein. Tu es content de l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, les améliorations d'action d'abordage. Alors ça, c'est le deuxième truc qui est marrant, c'est que on a donc plus de traits de seigneur de guerre et plus de reliques. Et à la place, on a
votre seigneur de guerre. Et vous verrez que votre seigneur de guerre n'est pas forcément d'ailleurs une grosse figurine, vous comprendrez après dans votre construction de liste. Mais on arrive à la fin, vous inquiétez pas pour ceux qui comme Arnaud qui nous disent bonne nuit, mais c'est parce qu'il bosse demain. Salut Arnaud. Donc vous avez tactique d'abordage supérieur. Ça c'est le truc de base que vous avez. Si vous n'en avez pas choisi, on vous le donne. Donc celui-là c'est celui de base. Et vous commencez votre bataille avec 2 points de commandement additionnels. Alors c'est important de dire additionnel puisque dans les règles, on commence avec 1 point avant la bataille. Donc ça veut dire que là, avant la bataille, vous en aurez 3. Donc c'est important. Ensuite, tueur en combat rapproché. Donc ça, à chaque attaque de mêlée du porteur, vous pouvez relancer les jets de blessure. Donc ça permet de fiabiliser vachement votre personnage. Je dis votre seigneur de guerre, parce que c'est pas forcément un personnage, vous verrez ça après. Ensuite, vous avez pivot défensif. Et là, on est sur une aura de 6 pouces. Donc, je rappelle, les auras ne traversent pas les murs. Sauf si on me dit le contraire, si Games Workshop sort une fac. Mais d'après les règles de base de Boarding Action, ça ne traverse pas les murs. Tant qu'une unité amie est à 6 pas du porteur, chaque fois qu'elle fait un tir de contre-charge, un tir en état d'alerte, elle tient bon. Donc elle est sur du 5+. Et puis du 6. Donc elle multiplie par 2 ses chances de touche. Ensuite, vous avez le dernier truc, enfin pas le dernier, mais le quatrième que moi, celui que je prends, je le trouve vraiment super, c'est le brécheur expert. Donc c'est le porteur peut entreprendre l'action d'ouvrir une écoutille après avoir fait un mouvement normal. C'est bien spécifié là que tu ne peux pas faire une advance, par contre. C'est mouvement normal. En revanche, c'est par là pour ceux qui sont en train de lire. En revanche, l'action est immédiatement accomplie. C'est-à-dire que tu cours avec ton seigneur, enfin tu bouges avec ton personnage qui a le truc, avec ton seigneur de guerre. Tu ouvres la porte et tes mecs derrière, ils tracent dans la porte, enfin, tu vois, dans le même tour. Donc tu gagnes un tour avec ce truc-là, d'accord ? Et si t'es malin, t'as fait une advance, et comme ça tu peux ouvrir une deuxième porte dans la foulée, avec ton unité qui a traversé la porte. Et donc ça permet de ne pas rester bloqué, parce que sinon les portes, la première partie qu'on a fait avec Crush, je n'avais pas compris cette règle, qu'on pouvait advance et ouvrir des portes, et en fait, on a passé 4 tours à ouvrir des portes. Et à la fin du 4e tour, on s'est dit, putain, il nous reste un tour pour nous mettre sur la gueule, c'est nul ce jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais, donc ça c'est super tactique. Ensuite, vous avez le téléporteur individuel. Donc ça permet, quand le porteur arrive des réserves stratégiques, et vous verrez que c'est important, les réserves stratégiques, ça fonctionne d'une manière tout à fait particulière, vous pouvez le placer soit entièrement dans la zone, dans votre zone d'entrée, donc ça, vous verrez comment ça fonctionne, soit n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 pas des figurines ennemies. Donc c'est une frappe en profondeur. Et vous verrez d'ici... quelques pages, que la frappe en profondeur, c'est particulier en boarding action. Ensuite, vous avez une arme emblématique. Alors là, c'est plus en force, plus en dégâts. Bon, ça transforme votre arme en relique, mais c'est tout. Ensuite, on passe... Donc déjà, ça simplifie vachement tout ce qui est trait de seigneur de guerre, patati patala. Maintenant, c'est tranquille, quoi. Je veux dire, tu choisis ça, voilà. On passe à rassembler une patrouille d'abordage. Alors, ça peut paraître simple, là, mais tu vas voir, c'est vachement bien parce que, du coup, il y a plein de restrictions qu'il faut bien avoir en tête quand on fait ces listes. Une patrouille d'abordage est traitée comme une armée réglementaire. Donc, déjà, ça, il faut le comprendre. Ensuite, elle se compose toujours d'un seul détachement d'une patrouille d'abordage qui fait 500 points maximum. Dans ce détachement de patrouille d'abordage, tu peux avoir un QG de 0 à 3 troupes et de 0 à 3 élites. Tu n'es pas obligé d'avoir un QG. Si tu choisis de ne pas avoir de QG, ce sera ton champion, un champion d'unité qui sera ton seigneur de guerre. Si tu n'as pas de... non, ce sera un personnage. Si tu n'as pas de personnage, ce sera un champion. Et si tu n'as pas de champion, ce sera une figurine désignée dans une unité. D'accord. Donc ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'avec le trait de seigneur de guerre, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, cette figurine, elle va donner un bonus, tatati, tatala, t'as compris.
Tu peux très bien la jouer. Donc tu dis, si j'ai bien suivi, tu n'es pas obligé d'avoir un QG, mais le QG il sera quand même compté. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est pas déconnant non plus, ça aussi. Bah, puisque le QG va avoir les mêmes règles que tu as donné juste avant. Enfin, le QG qui n'est pas un QG. Mais il y a moins de patates puisque tu n'as pas désigné un perso qui est chef ou lieutenant. Mais comme de toute façon, il ne te donne pas les plans qu'il y a dans 40 000 d'habitude, tu sais, mais des plus petits plans, c'est pas déconnant non plus de faire l'impasse des fois sur lui, qui est déjà... c'est ça que tu dis, hein. Je suis pas fou. Hein. Tu es complètement dans le vrai, vas-y, continue. Ouais, non, ben voilà, je finis pas mes phrases, on s'en fout. Comme d'hab. Du coup, c'est aussi un choix stratégique de ne pas vouloir mettre forcément un mec soi-disant patate qui est peut-être plus autant qu'il est à 40 000 pour privilégier peut-être des points en troupe. Et donc, tu as un perso qui devient un chef désigné parce que voilà, il y a un côté. Voilà, il y a un côté. J'aborde un spécial qui est, je suis pas obligé d'avoir 12 000 chefs, 30 lieutenants, quoi. C'est ça. Exactement. Moi, j'aime bien l'idée. Et alors, important aussi, dans le choix de choisir vos factions et tout, vous allez donc, bon, alors c'est classique, il faut choisir machin, les mots-clés, vous verrez, c'est un petit peu particulier, donc là, c'est vraiment, faut choisir tout du même endroit, c'est, voilà. Mais évidemment, vous pouvez prendre tous les trucs qui cassent pas les détachements, notamment si vous êtes acadien, si vous prenez de l'Astra Militarum, vous pouvez très bien prendre un assassin, ainsi de suite. Vous imaginez un assassin dans un boarding action, ça peut faire super mal. Hein. Enfin, franchement, voilà. Et surtout, j'ai découvert que Games Workshop nous avait sorti cette petite data là, alors qui est que en anglais. Mais qui est pas mal du tout. Et donc là, vous avez en fait tout ce qui marche pour toutes les armées. Par exemple, si on prend le cas des agents de l'Imperium, alors c'est peut-être un peu compliqué, mais de l'Astra Militarum, vous avez toutes les règles spéciales de l'Astra Militarum, donc qui tiennent en quelques lignes. Parce que, par exemple, normalement, les unités sont obligatoirement scindées, si elles font 10 figurines, j'y reviendrai après, mais elles sont obligatoirement scindées en deux. Et bien là, puisque c'est de l'Astra Militarum, elles ne sont pas scindées en deux. Donc ça vous fait des unités de 10 cadiens, par exemple. D'autre part, vous pouvez prendre plus... Normalement, vous avez le droit dans votre armée qu'à un seul personnage. Donc une seule figurine avec le mot-clé personnage. Que ce soit un QG, un élite ou une troupe, c'est que un seul. Et bien là, pour certaines armées qui ont beaucoup de personnages ou qui fonctionnent avec des personnages secondaires, vous aurez le droit d'en inclure quelques-uns. Typiquement, si le chaos, ils ont le droit d'inclure une attaque rapide, mais c'est obligatoirement un enfant du chaos, un rejeton du chaos, puisque ça fonctionne. Alors, chose importante aussi, donc là, n'hésitez pas, vous cliquez sur le truc et puis vous téléchargez ça, c'est vachement bien. C'est en anglais, mais c'est pas très compliqué. Donc voilà, ça c'est important pour faire vos listes d'armées, vos listes d'armées. Faut ce truc là quoi. Donc ça c'est important, surtout n'hésitez pas. Donc chose importante, je vois Manu qui baille, il est fatigué. Non mais c'était pas là, je suis fatigué depuis tout à l'heure, tout le temps. Non mais je dis ça pour déconner. Travail, je suis mort. Chose importante donc, les unités, donc vous devez inclure au moins une unité dans ce détachement, bon ça c'est clair, chaque unité de ce détachement doit être différente. Alors chaque unité d'élite du détachement doit être différente, ça c'est important, vous pouvez pas mettre 2 unités de Terminator, interdit, une unité doit être différente, pas la même détache slate. Vous pouvez pas, donc sauf mention contraire des règles d'action, ce que je vous ai montré juste avant, vous n'avez qu'un seul personnage. Sauf donc voilà, à vous de le choisir. Et ce sera forcément votre seigneur de guerre si vous avez un personnage. Sauf mention contraire, vous n'avez pas le droit à la cavalerie, aux monstres, aux motards, aux réacteurs dorsaux, aux véhicules, à tout ce qui a le mot-clé vol, et c'est tout. Donc par exemple, vous pouvez jouer des nuées, mais vous ne pouvez pas jouer des monstres. Voilà, tout ça c'est très important. Du coup c'est très restrictif, mais du coup ça fait aller chercher dans le fond du codex des petites unités, c'est vachement bien aussi. Les tailles d'unités, très important aussi. Si la taille minimum d'une unité est inférieure à 5, vous êtes obligé de la jouer à sa taille minimum. Par exemple, si vous avez des agresseurs ou si vous avez, je sais pas moi, des éradicateurs pour faire plaisir à Manu,
bah c'est 3, tu es obligé d'en jouer 3. Tu n'as pas le droit d'en mettre 5. D'accord? Si vous avez une unité de 5 figurines, par exemple 5 Space Marine, et que vous voulez en rajouter, vous êtes obligé de monter à 10. C'est obligatoire. C'est ou 5 ou 10. Et si c'est une unité de 3, bah c'est 3. D'accord? Et on ne peut pas faire d'unité de plus de 10. Par exemple, si vous avez des unités de Poxwalker, vous ne pouvez pas en mettre 20. C'est 10 maximum. Bon, après, on choisit ses options habituellement et tout le reste, c'est habituel. Ensuite, donc le SWAT du Seigneur de Guerre, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, c'est forcément une figurine personnage, blablabla. Et après, ce sera une autre figurine. Je vous ai déjà expliqué. Ensuite, on passe à la page suivante. Alors, on arrive à la fin, messieurs. Les parties d'abordage. Donc, comment ça fonctionne? Alors, les parties d'abordage, c'est pas très compliqué. Ça fonctionne un peu comme d'habitude. Vous allez lancer le dé, on choisit l'attaquant, le défenseur. Ça, suivant les scénarios, ça va influencer. Ensuite, celui qui est défenseur, il pose une unité en premier. Alors, chaque unité de la patrouille d'abordage d'un joueur qui a un effectif initial de 10 doit être scindée en deux en 5 figurines. C'est-à-dire en 2 unités de 5 figurines, pardon. Et ça devient 2 unités à part entière. C'est-à-dire que si vous en détruisez 5 d'une unité, 5 figurines, c'est plus une unité de 10 scindée en 2. C'est vraiment 2 unités de 5. Ensuite, on détermine l'attaquant, le défenseur, ça on l'a dit. Ensuite, on génère les points de commandement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on en a un chacun. C'est avant la partie. Ensuite, on déploie les armées. Et c'est là, il y a un truc qui est quand même important. Et tout est important, parce que j'arrête pas de dire important. Je vais vous montrer, pour que vous compreniez bien, voilà les zones de déploiement. Chaque joueur, en commençant par celui dont c'est le défenseur, je crois, ouais, vous mettez une unité dans une des zones. Donc par exemple, si je suis le joueur, on va prendre le joueur gris là, le joueur bleu là. Donc là, je peux mettre des unités ici. Donc c'est des carrés. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le truc. Si votre unité ne rentre pas dans le carré, c'est pas grave. Il faut les mettre le plus proche possible du centre du carré. Vous pouvez en mettre qu'une seule unité dans chaque carré. Si vous avez des unités qui ont des règles d'avant-garde ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre à 6 pas du carré. D'accord? Donc par exemple, si on considère celui-là, vous allez pouvoir, je crois que les carrés font 8. Donc vous allez pouvoir vous mettre à peu près ici, vous allez vous avancer. Mais ce carré, il est considéré comme ayant quelqu'un dedans. Si vous avez plus de 4 unités, les autres unités, elles arriveront forcément en renfort. Ah ouais. Et seul votre seigneur de guerre pourra être placé dans un endroit où vous avez déjà une unité. Que tu le veuilles ou non, quoi. C'est ça. Ou non. Si tu as 5 unités, voilà. Par contre, tout ce qui est en renfort, il y a une règle spéciale. À partir du tour 1, et là c'est même pas au tour 2, c'est dès le premier round, vous pouvez placer une unité en renfort, donc à la fin de votre phase de mouvement, blablabla, dans une zone d'entrée. C'est quoi une zone d'entrée? C'est ça. Là où c'est une zone d'entrée, d'accord. Voilà, dans une zone d'entrée, si je suis défenseur, dans les zones d'entrée du défenseur. D'accord? Alors c'est quoi l'idée? Attends. Là, je place mes 4 groupes, j'ai 5 groupes, je mets mes 4 groupes. Ouais. Ah oui, donc du coup, ah oui, j'ai compris, non, je suis con. Mais j'aurais bougé, je suis con. Je bouge. Voilà. Du coup, les 4 places sont vides, je peux rajouter une des dernières après. Ok, j'ai compris. Voilà. Ensuite, chose importante, c'est une seule unité par tour. Tu peux pas en mettre 2 d'un coup. C'est important. Si tu as 2, 3, 4 unités, mettons que tu as 8 unités, ça veut dire que tu as 4 unités en frappe en réserve. Et tu ne peux en rentrer qu'une par tour. D'accord? Et si à la fin du 4e tour, et non pas à la fin du 3e, mais à la fin du 4e tour, tu les as pas toutes rentrées, elles sont perdues. Ce qui veut dire que par calcul simple, tu ne peux pas avoir plus de 8 unités plus un chef. Bon, en même temps, à 500 points... Ouais, c'est chaud. Bon. Ensuite, non, c'est bien. Les unités qui ont frappe de téléportation.
donc qui ont frappe en profondeur, et qui sont en réserve. Elles peuvent rentrer à partir du tour 2. D'accord ? Et elles peuvent rentrer de manière classique à plus de 9 pas de toute figurine ennemie. Ça, on connaît la règle. Mais elles peuvent aussi rentrer dans n'importe quelle zone d'entrée. Donc les grises et les rouges. Donc, mais c'est important parce que ça veut dire que ces zones d'entrée-là, par exemple, si toi tu es le joueur bleu, les zones rouges, quand tu rentres dedans, en frappe en profondeur à partir du tour 2, tu peux rentrer à moins de 9 pas d'une figurine ennemie. Par contre, tu ne peux pas rentrer dans ces zones si le mec a laissé un pied dedans, puisque cette zone est considérée comme occupée. Donc en gros, si toi tu avances tout et que tu laisses les zones derrière toi et que le type il a des frappes en profondeur, il peut te frapper dans le dos à tout moment et à moins de 9 pas. C'est énorme sur le plan tactique. C'est énorme. Ouais. Alors ensuite, autre chose importante pour ce qui est du déploiement, après tout le reste, hein, c'est relativement classique, les aptitudes de pré-bataille. Alors c'est là où j'ai une question, d'ailleurs auquel je n'ai pas forcément répondu. Donc je vais le mettre en grand comme ça, vous allez voir, les aptitudes de pré-bataille. Chaque joueur peut résoudre une seule aptitude de pré-bataille de son armée. Donc une seule. Si tu en as plusieurs, tu peux en résoudre qu'une seule. Sans tenir compte du nombre d'unités de son armée qui en dispose. En commençant par le joueur qui prend le premier tour. Si ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as un pré-move, par exemple, sur ton armée, par exemple un pré-move total, par exemple Necron, eh ben, tu ne peux le faire que sur une seule unité. Et ça change pas mal de trucs, quoi. Une seule unité ou une seule... C'est quoi, une seule fois ? Ouais, ça veut dire que tu peux le faire qu'une seule fois. Cette aptitude, tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Et quel que soit le nombre d'unités qui ont cette aptitude. Donc en fait, c'est... le comprendre aussi. Ouais, c'est-à-dire que comme tu peux pas comme tu joues au tour, enfin, tu joues une action d'un groupe, tu l'auras fait une fois, tu peux pas le... Ouais, tout à fait. C'est un coup, quoi. C'est ça. Ouais. Donc après, bon, la bataille fait 5 rounds de bataille, ça, c'est classique. Ensuite, je voulais vous montrer vite fait le petit truc qui est pas mal, qui nous montre... Alors ça, c'est vital pour monter les comment dirais-je, les plans de bataille, c'est que chaque composant, mur long, mur court, ceci, cela, sont numérotés et ils ont, on voit un petit diagramme comme ça. Voilà. Porte ouverte, porte fermée, ainsi de suite. Donc ça, il faut... Voilà, c'est le même que dans Kill Team. C'est les mêmes numéros, j'ai vérifié, c'est les mêmes numéros. Donc ça peut être intéressant parce que des fois, quand vous êtes en train de regarder votre bouquin, si vous avez le bouquin de Kill Team, vous pouvez le mettre à côté. Ça fait 2 bouquins, c'est pas mal. Et donc vous allez, par exemple, jouer la première mission. Donc comme vous pouvez le voir, c'est marqué comme ça, comme là, les emplacements où vous allez mettre les murs. Voilà. Et un conseil, ne perdez pas de murs, parce qu'il y a juste ce qu'il faut. Ne cassez rien. Voilà. Et moi je pensais qu'il y avait beaucoup plus quand on achetait les 2 boîtes de Kill Team. Et en fait il n'y a pas beaucoup plus. Il y a juste le pareil. Et il y a juste quelques trucs en plus dans la boîte de Kill Team, à savoir des petits véhicules, des petits machins, des petits trucs, mais c'est tout, quoi. Donc le premier qui est accéder à la jonction Primus, à savoir, donc vous avez un objectif, c'est pas, vous voyez les objectifs qui sont là, 1, 2, 3, 4. Et là, c'est typiquement, on rentre dans un vaisseau. Donc c'est la bataille dans un vaisseau, c'est-à-dire que il faut prendre pied dans le vaisseau. Alors vous avez l'attaquant, le défenseur. L'attaquant, il arrive avec ses trucs, là, plam, il traverse la coque et puis il déverse ses troupes et il essaye de prendre pied dans les coursives. Et on est typiquement là-dedans. Et les objectifs là, pour le coup, ce sont tout simplement les coursives en elles-mêmes. Donc il faut être dans les endroits notés sur le plan. Vous marquez 15 points de victoire maximum de manière classique, donc à la fin de la phase de commandement.
de chaque phase de commandement, de la vôtre. Donc 5 points si vous avez un pion, 10 points si vous en avez 2, 15 points si vous en avez plus que votre adversaire. Et puis vous avez donc l'objectif purger le vaisseau, qui est alors là un pur objectif d'attrition, qui est d'ailleurs le seul des différentes missions à peu près. Et qui permet de marquer 15 points de victoire si vous tuez 125 points d'armée adverse ou plus, 30 points de victoire si vous en tuez 250 et 45 si vous en tuez 375. Donc moi je me suis fait table rasée la dernière fois, donc il a marqué Crush avait marqué 90 points en tout, c'est-à-dire 35 points de primaire ou 25 points de primaire, je sais plus. Et 35 points de primaire et 45 points de secondaire. Le bonus de mission Outsider, c'est quoi? C'est que s'il y a quelqu'un qui a 30 points de moins que son adversaire, parce que c'est pas toujours évident de faire de faire 500 points, on peut rapidement, par exemple, j'ai fait un truc orc, j'avais pas forcément les bonnes figurines, et donc j'avais fait une armée à 465 points. D'accord? Et donc si on est dans ce cas de figure-là, moins de 30 points, et ben du coup on récupère un PC au départ de... Alors ça peut être un PC, ça peut être des trucs différents, on va avoir le droit de se mettre ailleurs sur la map, enfin voilà, c'est le bonus de l'Outsider. Et si vous jouez un petit peu dans une logique de campagne, et ben vous pouvez les faire les uns derrière les autres, et comme ça, celui qui gagne, par exemple, accéder à la jonction Primus, et ben quand il joue le suivant, vous lui donnez le bonus. C'est des petits bonus, donc ça change pas la game, et du coup c'est une petite récompense parce que c'est lui qui avait gagné avant. Voilà. Il y a FP qui demande si tu penses qu'on peut jouer à 4 en doublant les décors et les tapis. Pas dit. Ah si, ça doit être possible quand même. Parce qu'on est vraiment dans Warhammer 40 000, donc on peut effectivement faire un truc, un scénario type catastrophe sans problème, je pense. C'est juste que comme dans les scénarios catastrophes, à mon avis, il faut faire tourner qui joue en premier. Parce que sinon, c'est vite chiant. Mais ouais, ça doit être tout à fait possible. Alors ensuite, je vous ai montré, alors avant de conclure, puis après on va prendre quelques questions, puis voilà. Je vous en montre un deuxième. Alors c'est pas le deuxième scénario, c'est un des autres scénarios, donc il y en a 9, je vous le rappelle, qui s'appelle la mission d'action d'abordage, qui s'appelle, pardon, la mission lutte de pouvoir. Putain. Je suis vraiment fatigué. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez un endroit où il y a un réseau d'énergie. Et donc il faut connecter les différents, en faisant bien sûr des actions, vous allez connecter le réseau d'énergie du vaisseau et ça va vous rapporter des points de victoire. Voilà. Et donc vous avez des bonus. Quand vous arrivez à prendre un objectif plus celui-là, celui-là il est connecté, donc vous allez avoir des bonus. Et là par exemple l'objectif secondaire c'est tout simplement de tuer le seigneur de guerre adverse. Vous avez aussi un troisième, après les autres je ne les ai pas tous mis parce qu'il y en a 9, ce serait déjà long et on a déjà dépassé notre horaire habituel. Brèche dans la coque, alors là c'est pas mal, donc comme vous pouvez le voir vous avez des compartiments. Donc compartiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, à chaque... il y a une décompression qui se passe. Donc à partir du deuxième round de bataille, au début du round, l'attaquant jette un dé. Et sur un 3+, il y a une des zones où il y a une décompression. Et ça dure jusqu'à la fin du tour. Et donc, chaque unité prend des blessures mortelles. Du coup, ils ont moins 1 au mouvement. Ils ont une moins bonne sauvegarde. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc c'est une super bonne idée, c'est super rigolo. Et voilà, et ça tourne de truc en truc. Alors il y en a plein d'autres. Comme mission, il y a plein d'idées. Péril dans le noir, par exemple. C'est-à-dire que en fait, il fait nuit. Et il faut trouver les interrupteurs pour allumer la lumière, quoi, en gros. Sinon, tu peux... C'est un peu comme catastrophe. C'est un peu comme catastrophe. C'est rigolo. En vrai, une partie peut se jouer en 1 heure, oui, tout à fait. Ouais, carrément. Mais ça vaut le coup de réfléchir. Ça vaut le coup de se creuser la cervelle. Parce que, comme tous les jeux simples, il est faussement simple. Et les options d'ouvrir les portes, fermer les portes, tel truc. Hop, tu te mets devant, tu peux pas tirer, machin... Il y a plein de trucs. Les règles sont simples. Fermer la porte, ouais, je suis d'accord. Fermer la porte, coincer avec un mec, enfin, laisse tomber. Il y a plus de choix qu'on croit. Et c'est intéressant. J'aime beaucoup l'idée.
Ah ouais, mais c'est super intéressant. Et si tu veux, t'as pas la lourdeur quand même du paquet de règles de Necromunda, et t'es un petit peu quand même entre les deux, parce que t'as quand même un petit peu de ça. Et puis après, c'est quand même du Warhammer 40 000. Hein. Les mecs, tu te tires dessus à coups de fuseur, de lance-flammes, de bolter, de tout ce que tu veux. Hein. Quand même, ça déboîte des culs, il n'y a pas d'histoire. Hein. Voilà. Il y a même des règles, c'est marrant. C'est marrant parce que par exemple, dans les règles orc, il y a un truc, si tu y vas au casse-tank et que tu rates ton coup, tu prends des BM. Parce que les mecs, ils arrivent avec des énormes marteaux de casse-tank pour taper, et comme c'est dans un endroit confiné, blam, paf, s'ils ratent, bah, ils en mangent. Donc il y a plein de trucs comme ça. Il y a, et qu'ils ont mis donc, dans ce que je vous ai montré juste avant. Je peux vous le remontrer là. Ça, c'est essentiel pour faire vos armées, hein, les gars. Je vous ai mis le lien. Ça s'appelle le Borgnation Mastering Rules. Qu'est-ce que je voulais... Oui, c'est ça. Sans les stratagèmes, c'est plus simple et on peut se reconcentrer sur les choix tactiques. Ouais. Effectivement. Alors, ce que je voulais dire, par exemple, c'est que vous en avez d'autres où il faut prendre une zone de contrôle pour un autre endroit dans le Space Hulk. Par exemple, vous avez... alors là, c'est pas, j'ai pas fait la photo, mais vous avez, par exemple, là, il faut prendre une zone de contrôle là, et ça va actionner un truc à l'autre bout. Tu vois ? Donc c'est quand même vachement sympa. Et puis, si on considère dans le dernier White Dwarf, vous avez 6 missions, une campagne qui est dans un Space Hulk qui est infecté par des démons. Et donc il y a des personnages non joueurs et il y a des actions qui se passent. Il y a des trucs qui se passent. Et ça, c'est... Pourquoi pas ? Je veux dire, pourquoi pas tu mets, par exemple, une pièce centrale et tu mets, par exemple, 4 ou 5 trucs qui peuvent se passer dans la pièce centrale. Alors, soit tu as un maître du jeu, et là, c'est encore plus délirant, parce que le maître du jeu, il ne dit pas ce qu'il y a dans la pièce centrale. Mais voilà, le but, c'est il y a un délivrer quelqu'un, ou un machin, truc comme ça. Et dans la pièce centrale, eh ben, tu jettes un dé, et sur un des 20 par exemple, ou je sais pas quoi, et si tu fais de temps à temps, c'est des Genestealers, si tu fais de temps à temps, c'est des troupes renégats, si tu fais de temps à temps, c'est des démons, si tu fais... Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu fais un jet, je sais pas moi, de temps à temps, là c'est un bonus... Parce que tu peux très bien intégrer 5 troupes en plus, 5 Cadiens en plus. Tu peux très bien libérer 5 Cadiens, par exemple, si t'es de l'Astra. Ou libérer, je sais pas moi, 5 démons si t'es un démon, tu vois. Ça peut être un bonus que ça te donne dans la partie. Il y a plein de trucs à faire. Si t'es Nécron, ça peut te permettre de, je sais pas moi, de créer des squelettes. Pas des squelettes, mais des scarabées. Enfin, t'as tellement de trucs à penser. C'est génial. Enfin, franchement, tu peux faire des multitables avec une partie de trucs qui se passent sous terre, avec un truc comme ça sur une petite table, et puis après, sur la table d'à côté, tac, ça repop à d'autres endroits sur une table principale. Enfin, c'est vrai, ça ouvre le truc. Et sur table, il y a un truc qui m'est apparu aussi, c'est, vous allez le voir certainement derrière. Si on considère derrière, là, ici, si vous divisez la table en deux, vous faites une partie hangar, et une partie de table, donc là derrière. Donc une partie board game et une partie hangar. Dans le hangar, vous mettez des comment ça s'appelle, des containers, des machins, des chars, toc toc. Voilà, vraiment c'est un hangar, tu vois, ou des avions, machin, tout ce que vous voulez. Et en fait, il faut rentrer dans l'autre partie pour pouvoir activer des trucs. Enfin, il y a vraiment des trucs à faire. C'est vraiment génial. Et les règles peuvent servir aux deux en fait. Et sans aller à nouveau vers des règles de Warhammer 40 000, mais en gardant les règles de Board in Action. Donc pour finir, pour vous dire plus, je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est juste génial. Voilà. À noter que quand vous achetez le bouquin, vous avez le petit code qui va bien, qui vous permet de l'avoir en dématérialisé dans le Warhammer Plus, là, pas dans le Warhammer Plus, mais dans l'application. Dans l'appli. Voilà. Ouais. Ça peut toujours être pratique quand on se balade, on n'est pas obligé d'emmener son bouquin. Donc ça, c'est pas mal. Le bouquin, le fluff, il est super. C'est super sympa, c'est très très agréable à lire. On voit Abaddon rêver, il y a des trucs super, vraiment il rêve, on voit son côté humain, il sait qu'il est manipulé par les dieux sombres, enfin il y a plein de trucs, il a peur de la fin du monde, de la fin des temps, en fait il ne veut pas, parce que voilà, donc c'est vraiment très 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 bien.
Et ça donne envie de faire plein de listes. Ça donne envie de se sortir les petits start collecting qui vont bien pour se faire 2 unités de 5 marines, un petit chef, 2-3 démons, et puis roule ma poule. Du cul Genus Stealer avec plein d'infanterie. Ça donne envie de ressortir ouais, effectivement, l'Astra Militarum, mais du coup avec un commissaire, avec des mecs comme ça. Parce que du coup, c'est des QG qui coûtent pas cher. Et donc, à 500 points, t'es tout de suite bloqué, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut pas jouer à plus que 500 points. Parce que t'es tout de suite bloqué, donc tu vas chercher les petits QG qui coûtent 25, 30, 35 points. De toute façon, c'est combien le maximum? C'est bien 500 points le maximum? Ah, c'est max du max. Tu n'as pas le droit de faire plus. Ah ouais, tu peux même faire un petit peu en dessous, quoi. Enfin, tu peux bien sûr, et justement, le mec qui a le moins de points gagne des outsides. Passez un bon hobby, amusez-vous bien, faites-vous plaisir, et n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.